Bonjour, bienvenue à cet épisode 3 de Dialogue dilettante sur la conscience. Ça va bien, Justin? Ça va bien, toi? Ouais, ça va très bien. Good. Fait que aujourd'hui, tu voulais nous parler de quelque chose sur lequel tu lis beaucoup ces temps-ci, donc la conscience, les problèmes qui entourent la conscience, c'est bien ça? Ouais, bon, pour commencer, pourquoi on a décidé de parler de ça? Je sais que c'est un sujet qui t'intéressait aussi pas mal, que t'avais appris un peu là-dessus, t'avais entendu des différentes idées, t'avais regardé des vidéos, tout ça. Yes. Je trouve que c'est un problème qui est intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que on vit tous avec notre conscience en tout temps. Donc, tout le monde est familier avec l'expérience de la conscience. Puis en deuxième temps, malgré cette familiarité, on penserait peut-être que ce serait quelque chose qui est simple, mais d'un point de vue philosophique ou même scientifique, ça s'avère très compliqué à décrire, très compliqué à comprendre, analyser. Puis les philosophes s'affrontent sur cette question-là depuis très longtemps, puis il y a d'innombrables théories, puis des idées qui essaient de le décrire. Donc peut-être, je me suis dit qu'on pouvait peut-être se promener un petit peu là-dedans. Puis comme d'habitude, il n'y a personne d'expert sur la question, mais j'aimerais ça juste partager un peu avec vous ce qui est les grandes questions qu'on a, puis qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça. Cool. Ben justement, j'avais juste une question de départ, juste pour essayer de voir si on est sur la même page. Toi, quand tu parles de conscience, si tu avais une manière de le définir, est-ce que tu pourrais le définir en quelques mots? Ben, c'est comme je disais, c'est un des premiers problèmes, c'est comment on définit correctement la conscience. Mais juste pour qu'on mette une base, pour qu'on ait au moins une idée de qu'est-ce qu'on essaie de faire. La conscience, c'est un peu l'expérience subjective qu'ont les humains de leur vie ou même de leur vécu, si on veut. C'est très difficile à décrire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a une réalité physique? Etc. C'est des questions qu'on pourrait élaborer dessus, mais juste a priori, tout ce qui est, ça touche à tout ce qui est vraiment la subjectivité de l'expérience qu'on a du vécu. Okay, donc c'est un peu ça. OK, donc dans le fond, c'est la perception un peu de la réalité qui est propre à chacun, genre? Ouais, on pourrait le dire comme ça. Donc, c'est le fait que non seulement on perçoit la réalité, parce qu'on peut penser que d'une certaine façon, tous les êtres vivants, ou du moins les animaux aussi, perçoivent la réalité, mais ce qui semble être l'élément qui différencie entre une conscience à proprement parler puis une espèce d'instinct ou quelque chose comme ça, c'est le fait qu'on est capable d'avoir une réflexion subjective à propos de notre expérience en tant que telle. OK. Donc, dans le fond, c'est d'être conscient qu'on est conscient un peu. Ouais, c'est ça. C'est d'être capable de voir qu'on vit la vie d'une certaine façon, puis d'être capable de même parler du fait qu'on a cette expérience-là. Okay? Donc, si on prend par exemple est-ce que les animaux ont une conscience? On ne sait pas. Okay? On peut penser que probablement que quelques espèces avancées en ont. Mais si on prend, par exemple, je ne sais pas, une fourmi, on a peu de raisons de penser que la fourmi, elle est capable de s'identifier en tant que fourmi puis de comprendre qu'elle vit une certaine expérience dans un certain monde puis que les autres espèces vivantes ont peut-être d'autres expériences, etc. Tandis que l'humain semble être capable de faire ce constat-là. On est capable, par exemple, de se donner une identité, des choses comme ça. Puis tout ça, c'est très curieux quand on y pense, malgré qu'on vit avec ça depuis toujours, depuis le début de notre vie. Ça semble très délicat quand vient le temps d'essayer de l'expliquer puis d'expliquer pourquoi on vit ça puis qu'est-ce que c'est exactement. Puis quand tu dis on a ça au début de notre vie, selon la définition que tu l'as donnée, est-ce que tu aurais une idée à quel âge les gens s'entendent pour dire qu'un enfant devient conscient? Est-ce qu'il y a un consensus là-dessus? Ben, honnêtement, j'ai pas vraiment connaissance de ça. J'imagine que ça devrait être, selon moi, si j'avais à deviner, je dirais que au début de la vie, l'enfant n'est pas très conscient, que ça se développe avec le temps. Mais encore une fois, c'est ça ça nous ramène au problème initial. Comment savoir qu'un enfant de 2 mois n'est pas conscient de ce qui se passe? C'est pratiquement impossible d'aller accéder à ce qui se passe dans le vécu de cet enfant-là. Ça, c'est un des problèmes, j'imagine, avec la conscience, le fait qu'on peut jamais aller prouver. On peut jamais aller directement à l'expérience de la personne. Exactement. Puis c'est... peut-être qu'on peut faire un petit détour pour un peu mieux cerner ce problème-là. OK. Quand on parle de sciences modernes, puis des techniques modernes scientifiques,
souvent on attribue le début de cette époque-là à Descartes ou à Galilée. Puis une ou certaines, si on veut, des caractéristiques que eux autres cherchaient dans ce qui était proprement scientifique. Donc eux, ils ont essayé de, peut-être sans trop s'en rendre compte, mais trouver une façon plus fiable d'avoir des connaissances. Puis deux des idées qu'on entend souvent, puis qui datent un peu de cette époque-là, puis qui étaient dans l'esprit scientifique de l'époque, c'est l'idée de pouvoir tester intersubjectivement les choses, donc d'être capable de reproduire les expériences, que je peux pas juste dire « Ah, mais je l'ai fait chez moi, puis ça a marché, puis ah, mais plus personne sera capable de répéter cette expérience-là parce que chez moi, j'avais les conditions idéales. » C'est d'un peu écarter ces espèces de connaissances un peu ésotériques là. Okay? Ouais. Donc, d'être capable de dire, ben voici ce que j'ai fait, puis si tu veux, essaye chez toi, puis tu vas voir, on va avoir les mêmes résultats. Puis ça va donner un peu plus de validité à nos idées scientifiques. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on recherche dans la science moderne, okay? L'idée d'être capable de refaire les expériences, de tester intersubjectivement les choses. Dans le fond, c'est un peu d'essayer de reproduire avec les mêmes éléments l'expérience, puis que ça donne les mêmes résultats. Exact. Ouais. Donc, ces idées-là ont été vraiment approfondies plus tard. Okay? Donc, c'est pas tant... c'est venu un petit peu plus tard, les idées empiriques de vraiment comment on fait de la bonne science empirique, c'est quoi une bonne expérience, etc., etc. Ces idées-là nous touchent encore beaucoup. Donc, aujourd'hui, les sciences sont très expérimentales. Il y a beaucoup de spéculations théoriques en physique, par exemple, mais il y a une très grande partie de la communauté physique qui cherche à faire des expériences et non seulement à faire de la théorie mathématique ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est un premier critère qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui puis qu'on chérit encore. C'est une valeur que la science à laquelle la science accorde beaucoup d'importance. Puis, une deuxième, c'est l'objectivité, entre guillemets. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par l'objectivité? Ça retouche un peu les tests intersubjectifs, mais c'est de dire que deux personnes peuvent être en accord sur les caractéristiques objectives de l'expérience ou des objets qui sont étudiés. Okay? Donc, il n'y a pas de place pour l'interprétation subjective des phénomènes. On cherche le plus possible à rendre les choses objectives. Okay? Évidemment, la science, c'est pratiqué par les humains, puis les humains, on n'est jamais parfaitement objectifs. Puis, il y a toujours de la subjectivité qui peut venir un peu teinter la science, si on veut. Mais un bon scientifique, ou du moins une bonne éthique scientifique, voudrait qu'on minimise l'impact de cette subjectivité-là à travers différents mécanismes, comme les tests intersubjectifs, par exemple. Donc voilà, ça, ce sont des caractéristiques de la science moderne qui sont importantes aux yeux de la communauté scientifique. Puis, ben, malheureusement, le problème de la conscience, c'est un problème qui ne permet pas ces deux caractéristiques-là d'opérer. Donc, on ne peut pas tester intersubjectivement. Okay? Par définition, un peu, la conscience, c'est l'expérience subjective qu'a, par exemple, Elliot de sa vie. Okay? Donc, Elliot peut me partager, il peut me donner ses impressions, il peut me parler de ses émotions, il peut essayer de me l'expliquer du mieux qu'il peut, mais jamais moi, je vais pouvoir vivre une expérience du point de vue d'Elliot. Okay? Ouais. Donc ça, c'est un des premiers problèmes, c'est que si j'ai une façon d'expérimenter sur la conscience, ben comment je vais être capable de la faire tester par quelqu'un d'autre, des choses comme ça. Okay? C'est pas clair comment on peut faire ça. En fait, ça semble impossible. Ouais, ça semble vraiment impossible parce que, justement, la personne va jamais pouvoir ressentir cette chose-là. Peu importe comment tu l'expliques, même si tu l'expliques bien à 100%, ça va pas changer exact. les neurones ou peu importe ce qui crée des émotions dans le cerveau, mais ça va pas changer cette chose-là. C'est ça, je n'aurais jamais vécu ton expérience, même si je voulais... C'est comme... L'expérience, elle est là en tout temps, mais elle s'évapore automatiquement aussi. Comme une fois qu'elle est vécue, elle ne peut pas être revécue par personne, ni même par toi. Ça semble un peu, tu sais, dans la même complexité de la métaphysique, justement, que une personne, sa perception de la métaphysique peut être complètement différente de celle de l'autre. OK, par exemple, par rapport à notre première discussion, comme la métaphysique de la réalité, puis c'est quoi, puis tout ça. C'est ça, semble, tu sais, la complexité, on peut pas vraiment tester c'est quoi la métaphysique pour quelqu'un d'autre, on a juste notre perception de la métaphysique. Exact.
Donc, c'est complexe de l'expliquer à quelqu'un. Puis même que, pendant qu'on est sur le sujet, même que ce genre de problème philosophique-là qui se prêtait pas aux outils de la science, les philosophes, entre autres les positivistes logiques du 20e siècle, qui étaient des philosophes à saveur mathématique, là, ils étaient très intéressés par le fondement des maths, puis la logique, puis tout ça. Eux, justement, d'une façon péjorative, ils appellent ces problèmes-là des problèmes métaphysiques. Donc, pour eux, la métaphysique, ça vaut même pas la peine d'être fait. C'est comme, ça se prête pas aux outils de la science, il n'y a pas de réponse, pourquoi on se casse la tête là-dessus? Ouais. Puis, on peut sentir un peu l'influence de ça, je pense, aujourd'hui. C'est vrai qu'on est beaucoup moins hanté par des questions métaphysiques parce qu'on a un outil très puissant en la science, puis on a confiance en la science en tant que société, puis très peu de gens vont avoir de la misère à dormir la nuit en se posant la question de c'est quoi ma conscience, puis des choses comme ça. Ouais, mais justement, il y en a sûrement beaucoup de personnes qui ont pensé à ces choses-là avant, puis maintenant, il y en a sûrement des philosophes de la conscience, ou des philosophes de la pensée, je pense. Ouais, ben des philosophes qui s'intéressent à la conscience, il y a certainement beaucoup qui est écrit là-dessus. Dans les années 80 et 90, il y avait énormément de débats à ce sujet-là. Puis je pense que ça continue encore. Là. Je suis pas à l'affût de la communauté académique, mais je suis certain qu'il y a encore des journaux entiers qui s'intéressent à la question, puis des gens qui publient des essais ou des textes ou des livres là-dessus assez couramment. Là. Ouais, puis j'imagine que selon plusieurs personnes, un peu comme tu l'as dit, même selon monsieur, madame, tout le monde, puis même moi, c'est pas des questions que je me pose à tous les jours sur la conscience. Je trouve ça super intéressant, mais... Mais c'est intéressant de voir c'est quoi les théories qu'il y a là-dessus. C'est quoi les différentes théories. J'imagine qu'il y en a un éventail de différentes théories. Oui, c'est ça. Depuis, si on remonte, si on se limite, mettons, à remonter jusqu'à Descartes, qui est un des premiers à formuler une solution moderne, entre guillemets, à ce problème-là, il y a quand même une multiplicité quand même grande de théories ou de variantes et tout. Si je peux me permettre d'en aborder une que je pense qui est proche de nous aujourd'hui. Encore une fois, je me permets un petit détour. Aujourd'hui, on a une vision très physicaliste du monde. Okay? Ouais. Donc, on pense avec raison, en voyant les succès de notre méthode physique, de sciences physiques, on pense que tout s'explique à travers des lois physiques. Ouais. Tout l'univers devrait obéir à des lois physiques. Ces lois physiques-là, même, c'est des lois mathématiques. Ouais. Donc, on semble vouloir tout expliquer à l'aide de théories mathématiques. Donc on a cette espèce de conception physicaliste du monde. On a aussi une conception qui vient vraiment directement de Descartes, matérialiste du monde. Okay? Donc, comme ultimement, le monde est composé de matière. Puis là, c'est d'essayer de trouver c'est quoi les caractéristiques fondamentales de la matière, puis de tout expliquer les phénomènes physiques à partir des caractéristiques de base de la matière. OK. Donc, mais est-ce que tu dis que Descartes a commencé ce mouvement-là? Oui, le matérialisme. Okay. Mais Descartes, c'est que lui, c'est qu'il a distingué justement la conscience du matériel. Pour lui, c'était deux choses différentes. Ah, OK, parce que justement, lui, il parlait de l'âme, puis justement, il y avait le dualisme. Oui, exact. Ouais. Descartes, c'est un dualiste, mais sa vision de la matière, c'est celle qui est restée. Okay. Ah, OK. Donc, peut-être si c'était pas clair, là, mais lui, dans le fond, sa vision de la matière, c'était que la matière, c'est rien d'autre que la position qu'occupent les objets, entre guillemets, puis leur vitesse. Okay? C'est un peu les idées qu'on a aujourd'hui, un peu de la matière. Puis le grand succès de cette espèce de paradigme physique-là, c'est la théorie de Newton, qui a été capable d'expliquer ce qui semblait être tous les phénomènes physiques à l'aide de position et de vitesse de particules. Ouais. À l'époque de Newton, c'était comme on pensait que la physique était achevée. On pensait qu'on avait trouvé l'explication centrale de tout phénomène physique, puis que c'était à travers la vitesse et la position de la matière, puis qu'on a découvert la gravité, puis tout ça. Donc ça, c'était comme une époque de grand optimisme envers les théories physiques. Donc on croyait qu'on avait fini tout le côté de la matière en physique ou fini la physique au complet? Ben c'est ça, c'est que là, avec Descartes, le matérialisme, c'est un peu devenu la physique. Okay. Donc, ouais, je vois. On a un peu rejeté
avec le temps, on en est venu un peu à rejeter les conceptions de la spiritualité puis tout ça. Donc, tu sais, il y a eu des... Bon, je vais pas faire l'historien, là, mais on sait que dans les grandes lignes, il y a eu des idées... Descartes, c'était à peu près au 17e siècle. Puis après ça, il y a eu le siècle des... Pendant ce temps-là, il y avait le siècle des Lumières, puis tout ça qui se tramait. Puis là, on commençait à rejeter les idées de religion, puis tout. Descartes, il y a encore Dieu dans son système, mais éventuellement, on a rejeté Dieu. On a dit on n'a pas besoin de Dieu pour expliquer le monde physique. Puis là, on en est venu à une conception très physique, très matérialiste des choses, où tout devrait s'expliquer par les phénomènes atomiques, etc. OK. Puis ça, c'est une conception matérialiste qu'on appelle? Ouais, d'accorder une importance première à la matière. OK. C'est quand même intéressant que la personne qui a parti le mouvement, lui, croyait fortement à Dieu puis l'âme. Justement, il a défendu l'âme jusqu'à temps qu'il meure, en fait. Ouais, non, c'est ça. Mais ce qui est important, c'est la séparation qu'il a fait des deux. Puis son travail, comme je disais tantôt, dans la physique matérialiste, c'était un peu de se rendre compte que on allait réduire la théorie à ses constituantes les plus simples, qui étaient ici les composantes premières de la matière. Puis tout le reste, on l'expliquerait par... ça serait des phénomènes secondaires. Ce qui est vraiment important, c'est la vitesse puis la position. Puis etc. OK. Mais si on parle strictement de conscience, Ouais. Puis on part de Descartes, admettons. Ouais, OK. Lui, c'était quoi sa conception de la conscience? Est-ce que c'était plus de l'âme ou pour lui, est-ce que ça partait du matérialisme aussi? Non, pour lui, c'était deux substances. On avait une substance qui était l'âme, puis c'était ça un peu la conscience. C'est ça, OK. Je veux pas trop entrer dans les détails parce que je suis pas trop... je veux pas dire n'importe quoi. Là. Puis Descartes, je pense que c'est assez accessible. Donc, c'est pas comme... je veux dire, je veux pas dire n'importe quoi là-dessus. Puis je pense que si ça intéresse, c'est facile de trouver l'information. La raison pourquoi je voulais faire un petit détour par là, c'était juste pour illustrer ou du moins souligner à quel point notre vision du monde est très, justement, physicaliste, très matérialiste, très même réductionniste. Donc, l'idée de réduire les théories à leurs éléments les plus simples, etc. Puis, cette méthode-là, ces idées-là ont tellement été fécondes, ont tellement donné lieu à des grandes découvertes physiques que on n'a vraiment aucune raison de penser qu'on devrait changer un peu ce paradigme-là. Puis ça veut dire qu'on n'a aucune raison de penser que la conscience serait différente. Donc c'est, selon moi, quelqu'un qui n'est pas initié au sujet aurait beaucoup de facilité à accepter l'idée que notre conscience n'est que phénomène physique dans notre cerveau. Ouais, comme par exemple, la conscience serait juste des électrons, des neutrons dans notre cerveau, un courant électrique, puis ça serait une illusion, dans le fond, qu'on serait conscient. Ce serait juste des phénomènes qui nous feraient penser. Pas nécessairement une illusion. Ça, je pense que déjà là, ça pourrait créer des clashs d'opinion, mais juste l'idée que tout ce qu'on vit, ultimement, s'expliquerait d'un point de vue physique dans les neurones du cerveau. Donc, ultimement, la conscience, la seule raison qu'on n'arrive pas à l'expliquer, c'est parce qu'on n'arrive pas à assez bien expliquer le cerveau d'un point de vue physique. Donc ça, je pense que c'est l'idée qui est la plus facile à accepter pour quelqu'un qui n'est pas versé dans le sujet, de dire... Ouais, exactement. Moi, je me considère un peu dans ce bateau-là. Moi, je trouve que ça a vraiment du sens. Puis, ça a vraiment du sens de penser justement que, c'est juste physique, dans le fond. C'est juste des électrons, tout ça qui se passe dans mon cerveau. Puis on le connaît pas encore granulairement, c'est quoi exactement, mais c'est ça qui crée l'espèce de conception de la conscience ou qu'on est un. Mais ça, c'est un peu ça que j'adhère aussi de mon côté. Exact. Je suis pas versé dans le sujet. Ça. Puis, je pense que la raison pourquoi, par exemple, dans ton cas, tu adhères à ça ou pourquoi ça te semble logique, entre guillemets, ou scientifique, c'est parce que tout le reste des phénomènes, on les explique de cette façon-là. Depuis que tu es jeune, on te dit que tout ce qui se passe physiquement a une raison, ou comme une cause, si on veut. Parce que je suis implémenté dans le paradigme scientifique, physique, matérialiste. Puis beaucoup c'est pas juste une conception naïve. Beaucoup de philosophes ont aussi cette vision-là de la conscience parce qu'ils se disent il n'y a aucune raison que je laisse tomber ce paradigme-là qui explique pas mal tout, entre guillemets, ou du moins qui semble avoir expliqué énormément de phénomènes puis qui continue de permettre de faire des nouvelles découvertes et tout. Pourquoi, pour la conscience, j'essaierais une autre façon de l'apprivoiser ou une autre façon de l'expliquer. Donc, il y a beaucoup de philosophes qui sont très, très à l'affût de ce qui se passe dans les sciences neurologiques,
Tout ça, d'essayer de comprendre, OK, est-ce qu'il y aurait façon d'expliquer ces phénomènes-là purement à travers des explications de ce qui se passe dans le cerveau et tout. OK. Mais ils sont pas les seuls. Dans la communauté philosophique sur la conscience, il y a d'autres idées. Là. C'est pas les seuls, mais je pense que c'est eux qui se rapprochent le plus d'une conception naïve que quelqu'un aurait du sujet. OK. Parfait. Puis sinon, donc ça serait pour une théorie, disons, ou un ensemble de théories qui se rapprocherait du physicalisme ou... C'est quoi le nom Est-ce qu'il y a un nom précis? Bon, ben, c'est ça le problème. Il y a toujours le problème de nommer les choses. C'est pas toujours évident, là, mais ouais, une version physicaliste, si on veut, de la conscience, là, qui pense ultimement être capable de l'expliquer à travers une explication satisfaisante des processus du cerveau, etc. OK, cool. Puis est-ce qu'il y aurait d'autres théories qui... si par exemple, on prend une tangente à l'opposé de ça, ou c'est quoi la théorie qui a la plus grosse distance, disons, par rapport à cette idée-là? OK, une autre théorie qui peut-être pas la plus opposée, mais qui est certainement très opposée. Est-ce qu'il y a, premièrement, je sais pas s'il y a des gens qui défendent ça sérieusement aujourd'hui, mais il y a déjà eu, on s'en était parlé un petit peu quand on parlait de la métaphysique de la réalité, mais les idées comme quoi tout le monde se passe, il n'y a pas vraiment de réalité matérielle, que c'est juste des perceptions puis des idées, puis que la raison pourquoi les choses ne bougent pas quand je les regarde pas, c'est parce que c'est Dieu qui a l'idée du monde puis que son idée reste fixe. Des choses comme ça, là, des idées un peu flyées. OK. Ça, il y a certaines explications du monde qui sont immatérielles. Donc, si le monde au complet est immatériel, ben, la conscience le sera aussi, forcément. Là. Donc, ça vient un peu avec ça. Si, par exemple, on est dans une simulation, si on était dans une simulation, est-ce que ça s'appliquerait dans ce cas-là? Est-ce que comme la conscience serait absolument... Ben, c'est ça, tu sais, par exemple... Ben, c'est une question un peu niaiseuse, dans le fond, parce que je te dis ça comme si tu savais exactement à quoi ressemblerait le monde si c'était une simulation. Non, c'est ça. Puis c'est intéressant parce que... avec bon, c'est une petite parenthèse, mais avec comment je peux dire? Avec la conception puis l'invention de l'ordinateur. Okay? Donc, l'ordinateur comme objet physique, on a commencé à en développer, je pense, dans les années 40-50, mais l'idée d'un ordinateur vient des années 30, puis c'est une idée qui avait été conçue pour résoudre un problème de maths. Puis depuis ce temps-là, il y a beaucoup de répercussions philosophiques de la théorie de l'informatique et tout. Puis une des idées qui est prônée par des philosophes à saveur informatique ou mathématicien, c'est que le monde, ça serait un peu comme un énorme programme informatique. Que l'univers serait un peu un énorme programme informatique, puis que toute la complexité du monde, des phénomènes physiques, serait explicable au final à partir de quelques lois simples, qu'on pourrait voir un peu comme le programme informatique qui a généré l'univers. Okay? Ouais. Donc là, si tu adhères à cette conception de l'univers-là, ben, en tout cas, selon moi, ça semble comme si tu es en train de dire qu'on est dans une simulation un peu. Et puis là, ben, qu'est-ce qu'eux pensent de la conscience? Honnêtement, je sais pas. C'est pas un sujet c'est pas leur premier sujet de combat, là, mais ils appellent ça en anglais digital philosophy, puis c'est pas en tout cas, selon moi, ça m'a l'air quand même de tenir la route. Là, comme ils ont des idées intéressantes. Là. Ouais, mais j'avais vu justement quelqu'un, puis je sais que c'est pas par rapport à la conscience personnellement, mais puisqu'on est dans le sujet, il y avait quelqu'un qui avait sorti un théorème, ou juste, c'était peut-être juste une petite tangente, une idée, oui, merci. une idée qui avait sorti que, en fait, il avait réussi à prouver, ou il y avait une conjecture, je sais pas trop, qu'il y avait une chance sur 3 qu'on soit dans une simulation, digitale. Ouais. Pas digital, parce que digital en français, ça veut dire par rapport au doigt. Numérique. Merci. Fait une chance sur 3, ouais. Puis apparemment, tu sais, les mathématiciens qui ont regardé ça, parce que moi, j'ai regardé un mathématicien qui parlait de ça, et puis il disait que ça tient la route. Genre. Ouais. Comme, c'est ça, c'est parce que ce genre d'argumentaire-là, tu sais, tout va tenir sur qu'est-ce que tu acceptes au départ pour faire ta déduction. Ouais. Puis là, j'imagine qu'ils utilisent des genres d'estimations qui sont probablement très vraisemblables. C'est ça. Mais ces genres d'idées-là,
personnellement, je les trouve, ils peuvent être très intéressantes, mais c'est rare, je sais pas. Personnellement, j'ai comme une certaine réticence à les accepter juste d'emblée comme ça, parce que j'imagine que l'idée en tant que telle est super complexe, puis que j'aimerais ça être capable de l'analyser en détail avant de pouvoir dire comme c'est vraiment une chance sur 3. Puis tu sais, qu'est-ce que ça veut dire une chance sur 3 vraiment? Tu sais, c'est très abstrait comme idée. Exactement. C'est sûr que c'est à prendre avec un grain de sel. Ouais, c'est un peu personnellement, ça. Je pense, mon intuition, c'est vraiment pas qu'il y a une chance sur 3. Puis même rationnellement, je me dis... Parce qu'en fait, il dit qu'il y a, mettons, il y a une chance sur 3, selon lui, qu'on arrive à faire des univers, mettons, informatiques. Selon lui, il y a une chance sur 3 qu'on arrive à faire ça. En fait, je pense qu'il avait dit qu'il y a 2 chances sur 3 qu'on arrive à le faire, puis il y a une chance entre ces deux-là qu'on en fasse. Okay. Genre qu'on en fasse, on décide de le faire, qu'on en fasse plein. Ouais. Puis là, il dit, mais là, le jour où on va en faire plein, puis là, ça se peut que ce soit totalement faux ce que je dis, mais c'est ça que je me rappelle. Le jour qu'on en fasse plein, comme des millions, des milliards, ben en fait, la chance que nous soit la vraie réalité, ou que nous, on fasse partie d'une réalité qui n'est pas une qui est numérique, devient de plus en plus petite jusqu'à l'infini. Ça fait non, mais je pense que c'est un peu ça l'idée derrière ça. Oui, mais c'est le genre de thought experiment qui sont assez populaires, entre guillemets, ou faciles à trouver. Là. Il y a beaucoup de cette espèce de spéculation-là, du genre, OK, mais si l'univers est si grand, puis il y a tant de chances que la vie apparaisse, il y a sûrement des aliens. T'sais. C'est un peu le même genre d'experiment que tu deals avec des proportions tellement grandes qu'un raisonnement probabiliste va te dire « Ah, mais c'est presque sûr que ça doit arriver. » Ouais. Puis aussi, on deal avec beaucoup d'inconnus. Oui. Il y a aussi ça, c'est que la part d'inconnus est sûrement beaucoup plus grande que la part de connus. Exactement. Donc, de mettre des probabilités sur quelque chose de totalement inconnu, exact. Parce qu'on sait pas ce qu'on sait pas aussi. C'est ça. Mais tu sais, c'est toujours intéressant. Tu sais, on parle de la méthode on parlait de la méthode expérimentale et tout. Ouais. Des fois, ça peut être super intéressant de faire une expérience seulement logique de réflexion. Ça n'a pas besoin d'être une expérience avec des outils et un laboratoire. Des fois, des concepts philosophiques peuvent vraiment être mis au jour à travers de juste une bonne réflexion. Puis, c'est un peu un autre sujet que je voulais qu'on aborde. Ouais, je suis totalement désolé. J'avoue que j'ai fait une grosse tangente là-dessus. C'est parfait, c'est juste... Bref, pendant qu'on en parlait, je me suis dit on pourrait retourner le sujet vers ça, mais... Il y a 2 expériences, des thought experiments qui sont super célèbres par rapport à la conscience. Puis je me suis dit que ça serait intéressant que j'en parle puis que tu me poses des questions là-dessus. Donc les 2 sont... un, c'est le Chinese Room. OK. Puis l'autre, c'est une expérience qui s'appelle What is like to be a bat. Je sais pas s'il y en a une qui ouais, si on commence par la chauve-souris. La chauve-souris, OK. Ouais. Bon, ça touche un peu à ce qu'on disait au début sur la subjectivité de l'expérience, puis pourquoi c'est un problème, puis tout. Puis c'est une réponse à la conception physicaliste, matérialiste, réductionniste de la conscience que j'ai décrit dans les grandes lignes tout à l'heure. Donc c'est un philosophe qui a écrit un essai qui s'appelle « What is it like to be a bat? » Puis ça avait vraiment fait des grosses vagues dans le débat de la conscience. Puis essentiellement, bon, il y a des détails philosophiques, là, mais essentiellement, le gros de l'idée, c'est de dire, OK, imaginons que notre théorie physique, biologique, chimique, etc., arrive à expliquer à 100% les mécanismes qu'utilise une chauve-souris pour voler, pour percevoir ce qu'il y a autour d'elle, pour chasser, etc., pour survivre. Ben, on n'arrivera quand même pas à décrire ou à vivre l'expérience subjective que c'est d'être une chauve-souris. Donc, la raison pourquoi il a pris la chauve-souris, selon moi, c'est parce que la chauve-souris voit avec les ultrasons. Okay? Donc, puis on dit voit, c'est à mettre entre guillemets, parce que la chauve-souris est pratiquement aveugle. C'est juste qu'elle a un sens des ondes sonores que nous, on n'a pas vraiment. Je pensais que c'était un mythe, ça, que la chauve-souris était aveugle. Non, elle n'est pas aveugle, mais elle est presque aveugle. Je pensais qu'elle voyait genre super bien. Elle voit entre guillemets à travers peut-être. Tu sais, de la même façon que nous,
bon, là, je m'avance dans des sujets que je connais pas, mais de la même façon que nous, on perçoit très bien les réflexions des ondes lumineuses sur les surfaces, eux, ils perçoivent très bien les réflections sonores. Oui, je pense que c'est un peu ça l'analogie. Okay. Donc, moi, je peux me guider plus ou moins avec mon son. Donc, je peux savoir que quelque chose est proche et loin, qu'il y a peut-être un mur qui nous sépare, des choses comme ça, mais je peux pas comme avoir une vision de ce qu'il y a dans la pièce seulement en émettant un son. Tandis que la chauve-souris, je pense qu'elle est capable de faire ça, si je comprends bien comment vit une chauve-souris. Ouais. Mais justement, l'idée philosophique, c'est de dire, ben non, en fait, on comprend pas vraiment comment fait une chauve-souris. On sait que physiquement, c'est ça qui se passe, mais on sait pas c'est quoi l'expérience subjective d'être une chauve-souris. Ouais, c'est comme un peu dans les films, des fois, il y a des séquences comme ça, puis tu vois en fait le trail du son qui arrive puis qui revient, mais tu le vois, genre. Mm-hmm. Exact. La chauve-souris le voit pas. Peut-être qu'elle le voit, mais... c'est ça, mais on sait pas. C'est ça, mais elle le perçoit. Elle le perçoit, puis son expérience est totalement différente que ce qu'on voit dans les films. Parce que ça, c'est la manière qu'ils ont réussi à traduire cette expérience-là dans nos perceptions, qui sont les sens, la vue. Exactement. Puis ultimement, ce qu'ils ont traduit, il n'y a personne qui le comprend vraiment. Il n'y a personne qui a vécu l'expérience d'être une chauve-souris. Ouais. Okay. Mais c'est un peu... ça me fait un peu penser au concept d'un aveugle. Mm-hmm. Un aveugle, puis quelqu'un qui essaie d'expliquer les couleurs à un aveugle. Mm-hmm. Puis tu sais, l'aveugle, je suivais un aveugle sur YouTube un moment donné parce que je trouvais ça super intéressant, c'était quoi la vie d'un aveugle, puis c'était comme un influenceur aveugle, je sais pas trop. Puis il savait c'était quoi une couleur, là. Genre, le monde lui demandait c'est quoi une couleur, puis il était capable d'expliquer vraiment, puis il disait je trouve ça tellement triste de... Je vais jamais pouvoir savoir c'est quoi vraiment, tu sais. Une couleur, même si je sais exactement c'est quoi, c'est quelque chose qui reflète sur une surface, qui revient. Ça fait en sorte que tu peux percevoir c'est où les nuances de cette chose-là. Ouais. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que c'est dans le débat justement qui est venu autour de l'essai sur la perception de la chauve-souris. Il y a eu un débat justement autour de l'idée d'un aveugle qui perçoit ou qui ne perçoit pas des couleurs. Puis dans la conception purement physicaliste, le philosophe que je connais qui représente le plus cette vision-là, c'est Daniel Dennett, qui est un philosophe américain. Lui, il est ultra physicaliste, il est négationniste de la conscience. Pour lui, la conscience, ça n'existe pas vraiment, c'est juste des phénomènes chimiques dans notre cerveau, c'est une illusion qu'on a, etc. Ouais. Lui, il va jusqu'à dire que si tu es capable d'expliquer parfaitement c'est quoi le phénomène physique de la couleur à un aveugle, alors l'aveugle voit la couleur, d'une certaine façon. Puis lui, c'est ça, il tient cette position-là très fermement, puis il a été actif dans le débat contre l'essai de la chauve-souris, justement, parce qu'il dit non, mais expliquer physiquement en détail tout ce qui se passe quand la chauve-souris perçoit sa conscience, mais c'est un peu vivre la conscience de la chauve-souris. OK. Ça semble être une position assez difficile à maintenir. Ouais, selon moi aussi, c'est très difficile. Intuitivement, c'est... c'est sûr qu'intuitivement, ça n'a pas l'air de fonctionner, donc peut-être qu'il y a une explication moins intuitive. Mon impression dans ce genre de débat-là, c'est que je veux pas dire que c'est un problème de définition, mais il y a certainement un problème de bagage conceptuel dans le vocabulaire et tout qu'il faut démêler en premier. Peut-être que pour lui, voir, c'est genre voir entre guillemets, mais c'est de pouvoir expliquer. D'une certaine façon, c'est quasiment une tautologie de dire si je suis capable de tout expliquer le phénomène, puis expliquer le phénomène, c'est ça le vivre, alors si je l'explique, je le vis. Ouais, D'une certaine façon, OK, je le concède, mais je pense que c'est là que l'essai de la chauve-souris est vraiment intéressant. C'est que le problème, c'est OK, mais il semble y avoir un élément de plus que juste d'expliquer le phénomène. Il y a l'explication du phénomène, puis il y a vivre le phénomène. Mais c'est ça, mais me semble, en plus, ça serait possible d'avoir une position complètement physicaliste en même temps que ça ait du sens avec ce que tu viens d'expliquer, sans avoir la... Tu sais, par exemple, si je dis, en fait, la seule chose qui me manque, c'est certains récepteurs, ou physiquement, il manque la capacité à faire ça. Donc, oui, en effet, ma conscience, qui est mon physique, elle manque cette capacité-là. C'est ça. Puis les philosophes ont abordé cette idée-là aussi. Mais là, c'est que tu peux venir facilement comme leur couper l'herbe sous le pied et tu te dis, OK, qu'est-ce qui te dit que moi, j'ai pas une inversion
quelconque de mes cônes qui fait en sorte que les couleurs, je les vois inversées, par exemple, mais vu que tout est inversé parfaitement, il n'y a personne qui le sait, incluant moi, que les couleurs que je vois sont pas les mêmes que les autres. Ben, ça se pourrait, ouais. C'est ça. Mais là, ils vont dire, OK, mais moi, par exemple, le sofa qui était assis dessus est rouge. Disons que, en fait, la couleur que moi, je perçois, c'est ton jaune. Okay, ouais. Ben, là, quelqu'un qui veut défendre la conscience pourrait dire, ben, oui, physiquement, on reçoit la même chose, mais moi, mon expérience, c'est de voir du jaune, puis toi, c'est de voir du rouge, puis on n'a pas la même expérience, puis on n'est pas capable de se le communiquer, puis on n'est pas capable de se le distinguer. Mm-hmm. Puis même si il y a une explication physique de pourquoi moi, je vois du jaune, mes cônes ils ont une chromatique un peu bizarre, ben, ça change pas le fait que mon expérience de vivre cette couleur-là, c'est pas la même. Complètement différente. Par contre, si toi tu t'entends, les deux on va s'entendre que c'est du jaune, c'est juste qu'on va avoir la perception, l'expérience différente. Exact. Ouais. Mais je viens de penser à quelque chose, puis je sais que c'est une parenthèse, mais quand t'as dit on va pas avoir de la misère à le communiquer, je me suis dit, le jour où ce qu'un ordi va être conscient, il va probablement être capable de le communiquer à un autre ordi. Communiquer quoi? Sa conscience. Peut-être. Mais tu sais, est-ce qu'un ordi pourra un jour être conscient? Ah, ça, on ne sait pas. Mais si un jour c'est conscient puis que c'est une ligne de code, puis que c'est conscient, ben ça serait facile de prendre cette ligne de code-là puis de l'envoyer à un autre réceptacle ben, qui puisse comprendre, qui puisse vivre l'expérience consciente. Est-ce que, je sais pas, moi je... Ben, a priori, je dirais probablement. Mais en fait, ça revient au problème fondamental qui c'est quoi vivre l'expérience. Puis c'est quoi comprendre l'expérience, c'est quoi... Je pense qu'on n'est pas sorti du bois, là, même si on trouve... Même si on... OK, ça va me permettre de parler du prochain Thought Experiment. OK, puis en même temps, on va parler un peu de l'ordi qui transmet sa conscience. J'ai une idée. Donc, tu me permets une petite parenthèse pour introduire l'histoire. Donc, c'est un autre... Donc, on est dans le deuxième, là. Ouais, dans le deuxième Thought là. Experiment, le Chinese Room. OK. L'idée est simple. C'est quelqu'un qui est enfermé dans une pièce, qui ne parle ni mandarin ni anglais, disons, qui est assis à un bureau. Il y a une petite fente d'entrée puis une petite fente de sortie devant lui. Donc, dans la fente d'entrée, il reçoit un message, disons, en mandarin. Il comprend rien au mandarin. Il n'a aucune idée c'est quoi ces symboles-là. Il y a un livre, un guide qui lui dit mécaniquement comment traduire le texte en anglais. Puis il comprend pas l'anglais non plus. Et puis, en suivant la procédure du livre, il traduit le texte en anglais, puis il le met dans la fente de sortie, puis il renvoie le texte traduit à celui qui a demandé la traduction. Ouais. Là, la question, c'est est-ce que cet homme-là comprend le mandarin et l'anglais? Puis la réponse que le philosophe veut qu'on dise, c'est évidemment non. Puis là, il va dire, exactement, donc d'être capable d'expliquer ou même de reproduire certains phénomènes d'un point de vue purement mécanique ou calculatoire ou physique, ne veut pas dire qu'on le comprend ou même qu'on puisse vivre cette expérience-là. OK. Donc là, comme le traducteur, entre guillemets, ne comprend ni ce qui est rentré ni ce qui est sorti, évidemment, même si la traduction est parfaite, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Puis c'est un peu l'exemple d'un ordinateur. OK. L'ordinateur va traduire... Juste terminer ça. Ouais. Si on donne un texte à un traducteur informatique, l'ordi peut faire une très bonne traduction. OK, jusqu'à récemment, c'était assez mauvais, mais dernièrement, les algorithmes de traduction sont quand même très bons. Ouais. Google Translate s'est amélioré en 5 ans. Là, c'est rendu vraiment fort avec le machine learning et tout. Là. Puis là, est-ce qu'on peut dire que Google comprend des langues? Puis là, certains diraient, c'est pas vraiment différent de la façon que nous, on comprend les langues. Puis on est prêt à accepter qu'un humain comprend la langue qu'il parle. Mais certains philosophes vont dire, non, Google, il est comme le bonhomme dans la pièce. Il a juste suivi des procédures pour manipuler des symboles, puis il comprend pas vraiment ce qu'il fait. Ouais, je comprends. OK. C'est vraiment intéressant parce qu'en effet, quand tu penses juste individuellement au chinois dans la pièce, qui, c'est pas le chinois, mais la personne qui veut traduire le chinois dans la pièce, individuellement, cette personne-là, je pense, tu peux dire non, il n'y a pas la conscience du chinois, il connaît pas. Par contre, si tu pourrais, moi dans ma tête, je trouve que
si tu compares ça à Google, puis à nous, mais j'ai l'impression que ça vient juste d'un manque de compréhension de comment nous, on gère l'information. Puis peut-être que nous, on gère un peu l'information, peut-être d'une manière très différente que Google, mais la raison pourquoi on est capable de traduire quelque chose maintenant, ben, c'est parce qu'on a emmagasiné plein d'informations, puis que maintenant, on suit ces procédés-là, mais on a l'expérience, justement, on a l'expérience consciente, ou on a l'intuition qu'on connaît cette chose-là, mais c'est peut-être juste une illusion, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, puis ça touche ça ouvre la porte à plein de sujets. Est-ce que notre cerveau, ça marche comme un ordi? Des questions comme ça. Puis, moi, personnellement, je trouve que c'est la réponse la plus intéressante à ce problème-là, qui est de dire, ben, OK, le bonhomme, il comprend peut-être pas ce qu'il fait, mais le système au complet, d'une certaine façon, on peut dire qu'il comprend la langue. Un peu comme on peut dire que Google, il comprend la langue d'une certaine façon. Ouais. Puis là, le problème, c'est, OK, c'est quoi comprendre, t'sais? Puis là, si ta définition de comprendre, c'est vivre une expérience subjective que juste les humains ont, OK, mais là, certainement que Google comprend pas la langue. Mais là, t'as comme un peu forcé la définition pour pas que ça marche. Tandis que si ta définition de comprendre la langue, c'est être capable de la traduire, ben là, Google, il comprend certainement la langue. Fait que j'ai l'impression que rapidement, dans ces genres de débats-là, c'est que c'est tellement difficile à cerner la question que on peut facilement tomber dans des raisonnements qui sont tautologiques, qui sont juste comme, ben, ça va de soi que quand je définis mes concepts comme ça, que les choses marchent selon ta théorie, mais si je les définis autrement, puis c'est ça un peu le problème dans ces débats-là, c'est que qu'est-ce qu'on veut dire par comprendre? Qu'est-ce qu'on veut dire par conscience? Est-ce qu'il faut que ça vienne avec une certaine expérience? Parce que j'ai aussi l'impression qu'on compare les choses ou qu'est-ce qui devrait être conscient ou non, qu'est-ce que c'est la conscience, selon notre propre perception. Puis notre propre perception, c'est que notre conscience, c'est genre une chose, on dirait. On dirait qu'on est un. Ben, ouais. Puis, mais si tu regardes, par exemple, un système, puis j'ai l'impression qu'à cause qu'on comprend un certain système, on va comprendre toutes les intrications entre les choses, puis comment elles fonctionnent ensemble. Fait qu'on a l'impression que c'est pas conscient parce que ce système-là a pas l'impression d'être un, genre. Je sais pas si ça fait sens. Si je comprends bien, une analogie, ça serait de dire, OK, certainement que moi et toi, nous comprenons la langue que nous utilisons. Ouais. On parle un français québécois en ce moment, puis on comprend ce qu'on dit, puis on se communique plus ou moins bien l'information. Mais est-ce que nos cellules ou nos neurones comprennent la langue? C'est ça. Puis là, sûrement que non, mais c'est l'agencement de notre système qui fait en sorte que il y a une propriété qu'on dit qui est émergente, qui est la compréhension de la langue. Donc, c'est une propriété qui n'est pas là individuellement dans les composantes, mais que avec un certain arrangement des composantes, il y a une compréhension qui émerge. Exactement. Puis j'ai l'impression, si on parle juste de la compréhension de langue, moi, mon intuition, c'est que oui, Google comprend selon cette théorie-là. Par contre, de dire est-ce que Google est conscient qu'il comprend, là, je pense pas. Ben, c'est ça selon mon intuition. Est-ce qu'il est conscient qu'il comprend? Non. Parce que cette conscience-là, c'est comme le petit comme je dirais, le petit 1, là. Le petit genre je suis quelqu'un. Ouais. Mais ça, je pense que Google ne l'a pas. Puis peut-être qu'on pourrait programmer Google pour qu'il nous fasse à croire qu'il comprend, qu'il a conscience qu'il comprend la langue. Mais ce serait jamais prouvable. On pourrait jamais rentrer dans la tête de Google, mettons. Ben c'est ça. Puis on peut jamais rentrer dans la tête d'un autre humain. Puis on a des bonnes raisons. Tu sais, j'ai des bonnes raisons de penser que ton expérience de la vie ressemble à la mienne en quelque sorte. Ouais, parce que biologiquement, on a les mêmes sens, on a les mêmes yeux. Quand je te dis check le bonhomme là-bas, il est drôle, tu me dis pas genre yo, quel bonhomme, dude. Tu sais, comme on a l'air de vivre plus ou moins la même chose, tu sais, on a des références semblables. C'est ça, on a grandi à peu près à la même place, on se connaît depuis longtemps, on a des expériences communes, puis c'est pas comme si je te dis tu te souviens en 2010 quand on a fait ça, puis t'es comme non, j'étais pas là. Tu sais, c'est comme, il y a plusieurs raisons de penser qu'il y a une similitude dans l'expérience qu'on a de la vie, mais qu'il y a aussi une partie qui est unique. Bon, ça c'est une parenthèse, mais en même temps, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette similitude-là? C'est très difficile à expliquer. Puis là, de se dire, OK, est-ce que les autres animaux vivent ça? C'est une autre question qui est pas facile. Est-ce que les ordinateurs vivent ça, entre guillemets, sachant que c'est pas vraiment un être vivant, un ordinateur? C'est des questions qui sont
très délicates. Ouais. Puis qui sont qui sont explorées beaucoup dans la science-fiction, puis des choses comme ça. Mm-hmm. Mais j'avais, justement, ça fait un peu penser au... c'est qui déjà le nom de la personne dans Imitation Game? Alan Turing. Oui, c'est ça. Le test de Turing. Ça fait un peu penser à ça. Exact. Est-ce que tu fais passer plusieurs questions, des questions à un ordinateur, puis si tu réussis à passer ce test-là, je sais pas trop ce qui arrive. Il arrive rien en tant que tel, mais c'est un test qu'il a construit pour faire passer un ordinateur pour savoir s'il passait le premier test vers la conscience. C'est ça. Puis juste... parenthèse, Alan Turing, c'est lui qui a inventé l'idée de l'ordinateur. Ouais. C'était pour résoudre un problème de maths, justement. Ah, c'était pas pour Enigma? Non, il avait inventé l'idée avant ça. Okay. Mais il l'a mis en application pour Enigma. C'est ça. Mais parce qu'il a inventé son papier sur l'ordinateur, son article scientifique sur l'ordinateur, c'est en 32, si je me trompe pas, qui est avant la Deuxième Guerre mondiale. Lui, là, c'est fou parce que il a propagé l'idée, ou il a écrit de quoi? Une idée sur la première intelligence artificielle qui serait transhumaniste, là, qui irait plus loin que l'homme, avant même que ça existe. Ouais, avant même qu'on ait un ordi. Ouais. Puis il avait dit l'idée que cette intelligence-là artificielle, qui serait justement plus puissant que l'homme, ou qui aurait aurait pas le choix d'être créée par d'autres intelligences artificielles. Ok, ouais, je comprends. Il a expliqué ça comme d'une façon, c'est une théorie qui a vraiment du sens, avant même que les ordinateurs existent, ou comme exactement dans le moment. Mais c'est lui qui a inventé l'ordinateur. Mais c'est fou, là, il était en avance sur son temps, ce gars-là. Ouais, c'est un génie, Turing. C'est malade. Certainement. Là. Puis son idée de l'ordinateur qu'il a créé pour résoudre un problème de maths, c'était un gros problème, puis ça a eu des répercussions énormes sur les maths, puis sur la philo, puis tout. Puis c'est ça, juste pour revenir, c'est cool de parler d'Alan Turing, mais la raison pourquoi je voulais en parler, c'était surtout pour le Turing Test, justement. Oui, c'est ça. Puis, bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, l'idée, c'est de dire, tu l'as décrit rapidement, là, mais c'est, t'as deux pièces fermées qui sont isolées, disons, t'as un ordi qui essaie d'imiter un humain, puis t'as un humain dans l'autre pièce. Puis t'as un troisième humain qui peut parler et à l'ordi et à l'humain caché à travers une console, donc il peut taper, lui reposer n'importe quelle question qu'il veut. Puis, en regardant les réponses, s'il n'est pas capable de distinguer lequel des deux est un ordinateur, Turing, il dit que c'est suffisant pour dire que l'ordinateur a une conscience. Voilà, c'est bien expliqué. Parce que je cherchais sur Google l'autre jour, sur Wikipédia, ça fait longtemps, parce que j'avais parlé de ça à un ami, puis j'ai pas arrivé à trouver exactement c'est quoi que ça... Mais tu l'as vraiment bien expliqué. J'avais vu un vidéo par rapport à ça. Tu connais Vsauce? Le channel, ok. Lui, je ne regarde pas vraiment, mais je sais c'est quoi. Il fait une émission qui s'appelle Mindfield, puis dans cette émission-là, il parle du test de Turing. Okay. Puis, en fait, lui, sa version du test de Turing, c'est... Tu sais, l'émission où tu as un rideau, puis là, tu as 3 personnes, puis la personne choisit avec qui elle veut aller en date. Ouais. Puis là, dans le fond, il y avait 2 gars, puis il y avait la simulation de l'ordinateur sur Internet, que tu peux rentrer des questions, puis il te répond, genre. Okay. Puis 2 filles sur 3 ont choisi l'ordinateur. Bon. Puis là... Mais tu vois, ça passerait le test. Turing, il dirait que cet ordi-là passe le test. Ouais. Du moins, c'est peut-être pas un Turing test généralisé, parce que les questions vont être circonscrites par rapport à comme des affaires de dating, j'imagine. Ouais, puis c'est des questions super générales, là. C'est comme... qu'est-ce que tu aimes faire dans tes temps libres? C'est super général. Justement, Daniel Dennett, qui est notre philosophe qui prône la non-conscience, puis que tout est physique, puis etc. Lui, j'ai lu un essai qui parle du Turing Test, puis c'est vraiment intéressant parce que lui, il dit le Turing Test, d'une certaine façon, comme c'est pas suffisant pour dire que l'ordi a la conscience, mais en même temps, pour qu'un ordi passe le Turing Test, ça serait vraiment difficile. Parce que tu peux vraiment formuler des questions avec des intentions puis des subtilités que même les meilleurs ordis sont pas capables de répondre. Donc, par exemple, supposons que ton ordi, même si tu te restreins à un certain champ, donc lui, l'exemple qu'il prend, c'est la géologie. Genre. Disons que tu te restreins à comme lui poser des questions de géologie. Ton ordi va pouvoir te répondre super précisément des questions scientifiques sur la géologie parce qu'il a accès à mettons, Wikipédia. Là. Il y a la page Wikipédia de la géologie. T'sais. Fait que là, il connaît tout, là, disons. Fait que tu pourrais le bluffer, genre. Ouais, mais là, il dit, OK, mais tu pourrais lui poser des questions du genre comme pourquoi c'est important pour l'humanité de faire de la géologie? Puis il dit que c'est des questions un peu comme ça que les ordis
aurait beaucoup de difficultés à répondre. Puis il dit c'est pour ça que le Turing Test, c'est un très bon test, selon lui. OK. Parce que quelqu'un qui est bon à formuler des questions pourrait truquer n'importe quel ordi parce qu'il peut vraiment aller chercher des choses qui sont vraiment proprement humaines, même dans des domaines hyper non humains comme la géologie. Genre. OK. Je trouvais ça super intéressant. Puis, mais c'est vrai qu'il y a plein de questions. Tu dis pourquoi c'est important, général comme ça, pourquoi c'est important de plus donner que de recevoir. Tu demandes ça à un ordi. Non, c'est ça. Mais même un humain, il y aurait peut-être de la difficulté à répondre, mais c'est que peut-être que tu pourrais voir l'espèce de côté humain dans sa réponse. Et je sais pas, peut-être qu'on aura des ordis qui vont analyser plein d'humains, plein de réponses d'humains. Puis ils vont être capables d'avoir des réponses super bonnes au Turing Test, puis qu'on ne soit quand même pas prêt à les déclarer conscients. Mais bon, selon lui, le Turing Test, c'est pas proche d'être... il n'y a pas d'ordi qui sont proches d'être capables de battre le Turing Test général avec des questions un peu comme ambiguës ou subtiles comme ça. Ouais, mais j'ai aussi l'impression que, si, mettons, j'avais une discussion d'1 heure avec quelqu'un sur un chat, admettons, mais est-ce que la personne le sait d'avance qu'il y en a un des deux que c'est un ordi? Dans la version originale, ouais. Puis son but, c'est de trouver l'ordi. OK, il y a déjà l'information qu'il y a un ordi. Puis il essaie de le trouver. Là. Dans Minefield, il n'a pas l'information qu'il y a un ordi. Fait que déjà, ça enlève tout ça. Ça enlève une grosse... T'as-tu... ça a rapport, là, mais t'as-tu déjà vu... c'est un film sur Netflix, Ex Machina. Oui. Ça justement, l'histoire, c'est que t'as comme un espèce de génie informatique il y a une compagnie à la Google, là, puis il vit dans un genre de bunker, puis il a créé un robot. Puis là, il veut qu'un de ses employés vienne lui faire un Turing Test. Puis là, dans sa version du Turing Test, c'est pas genre le robot est caché, c'est comme, OK, tu vas interagir avec le robot, puis dans une semaine, je veux que tu me dises est-ce que ce robot-là est conscient ou non. Genre. C'est sick comme... Le film est vraiment bon parce que, c'est low budget, puis il y a juste 3 acteurs, puis les jeux sont vraiment bons et tout. Ah, il y en a 4. 4? Ouais, à un moment donné, il y a un autre robot. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bro, spoiler. Ah! Non, c'est blague. Puis le chauffeur d'hélicoptère. Ouais, OK, 5 acteurs. 5. Puis, ce qui est fou, c'est que le film, tu te rends compte que c'est un peu toi c'est comme si c'est toi qui fais le Turing, dans le sens que c'est toi qui essaie de déterminer est-ce que ce robot-là est conscient ou non. C'est un peu ça que le film, il te fait vivre. C'est vrai, parce qu'en même temps que le film, tu veux vraiment savoir, genre, est-ce que je le considérais conscient ou non? C'est ça, tu te demandes, est-ce que tu sais que c'est un robot, tu sais qu'il a été programmé, mais tu te demandes tout le long, est-ce que c'est vraiment un humain? Puis là, le robot a des comportements surprenants, puis c'est un film, là, fait qu'il y a comme une intrigue, puis à la fin, il y a des choses cool qui se passent et tout. Pour pas voler les punchs, mais je trouvais l'idée, ça te faisait un peu voir c'était quoi comme le Turing Test, ça te faisait vivre un peu le genre d'analyse que tu essaierais de faire pour déterminer si un robot est conscient ou non. Puis même si tu vois que le robot, comme physiquement, il y a des composantes de robot, puis tu vois que c'est pas un humain en chair et en os, sa personnalité puis sa mentalité, tu te poses vraiment des questions sur qu'est-ce qui est différent de moi, vraiment? Mais ça vient vraiment, justement, je pense que c'est une vraiment bonne idée qu'il l'ait laissé, justement, d'une manière super robotique. Et enfin, il a juste laissé une partie du visage, même pas la tête au complet, là, juste le visage. Parce que, justement, ça vient justement déshumaniser physiquement la personne. Puis la seule chose, c'est sa personnalité qui ressort. T'sais. Exact. Wow. Puis, bon, je sais pas si tu as autre chose à dire sur ça, mais... Non. OK. Pour revenir au Turing Test plus en général, donc je vous suggère ce film-là si la science-fiction vous intéresse un peu. Super bon film. Quand on parlait au début des problèmes de la conscience, puis pourquoi c'est un problème difficile, puis pourquoi la science a de la misère et tout ça, une des méthodes qui a été mise de l'avant, puis que le Turing Test s'inscrit vraiment là-dedans, c'est un peu d'éliminer de notre recherche le problème de dire c'est quoi exactement la confiance. Donc, si on prend la conscience, excuse. Si on prend le Turing Test, si on y pense bien, c'est jamais question de définir la conscience ou de décrire c'est quoi qu'un être conscient devrait faire ou quoi que ce soit. C'est vraiment un test où est-ce qu'on se base sur des choses observables qui sont les comportements. Donc, c'est un test qui est un peu behavioriste, de dire, arrêtons d'essayer de se poser est-ce que dans la machine qu'est l'ordinateur, il se passe des phénomènes comme dans notre conscience, puis est-ce qu'il est
autoréflexif, capable de se donner une identité, puis tout ça. La question, c'est juste, est-ce que son comportement ressemble au nôtre, d'une certaine façon? Okay? Puis ça, c'est une des façons de contourner le problème. Si on pense, par exemple, aux théories behavioristes en psychologie, ça, c'était un peu l'analogue. C'était un peu une réponse au problème d'essayer de décrire la psychologie à travers ce qui se passe dans la tête. Puis de dire plutôt, ben, OK, de toute façon, là, on ne sera jamais capable de décrire adéquatement ce qui se passe dans la tête des gens, c'est subjectif, c'est personnel et tout. Essayons de faire la psychologie juste en regardant les comportements suite à des stimulus ou certains événements, etc. OK. Puis là, ce qui arrive, c'est que si tu me permets le terme, tu black box un peu ce qui se passe dans la tête. Tu te dis, regarde ça, je le mets dans une boîte, je sais pas ce qui se passe, je regarde ce qui rentre puis ce qui sort, puis c'est ça que je vais utiliser parce que ça, c'est objectif. C'est là-dessus que je vais construire ma théorie. OK, donc, si je comprends bien, dans cette théorie-là, que la conscience, c'est juste le behavior, là, Ouais. Ben, ce qu'on peut savoir, implicite. en fait, c'est comme... Turing, je pense qu'il l'a jamais dit comme ça, mais c'est implicite que, ben, Turing, un peu sa réponse au problème, c'est mettons un voile sur c'est quoi vraiment la conscience, puis regardons juste c'est quoi les résultats de l'ordi par rapport au test, puis c'est ça qui va nous déterminer. Ça va être son comportement qui va déterminer si c'est conscient. Puis on cherche pas plus loin. On cherche pas plus loin à savoir si c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, parce que de toute façon, on pourra jamais le savoir. C'est un peu ça. C'est comme le behaviorisme en psychologie, c'est exactement ça. C'est comme oublions ce qui se passe dans la tête, regardons le behavior des gens soumis à différentes expériences. Puis là, ça devient objectif, ça devient quantifiable. Donc là, ça rentre mieux dans le paradigme scientifique. Puis personnellement, le behavioriste, je trouve que c'est intéressant, mais je trouve que justement, ça rejette trop de choses qui sont importantes à la psychologie. Tu sais, pour moi, c'est un peu vide. Ben, pas vide, mais ça manque quelque chose de dire on va faire de la psychologie sans parler de la psychologie. Okay? Ouais, je comprends. Turing, c'est un peu ça qu'il fait. Il balaye le problème sous le tapis. Tu sais. C'est comme, on sait pas trop, alors faisons un test de comportement au lieu. J'ai juste une petite question. Pourrais-tu me donner un exemple, mettons, puis là, je sais qu'on parle de, juste pour comprendre bien ce que tu veux dire par behaviorisme, par exemple, le genre d'expérience que ferait quelqu'un en psychologie autre que le behaviorisme, puis quelqu'un qui ferait une expérience en behaviorisme. Juste pour comprendre exactement ça. Premièrement, la psychologie, presque au complet, c'est devenu pas mal behavioriste. Avant le behavioriste, c'était un peu comme Freud. Ça, c'est le contraire. C'est comme, essayons de tout expliquer par ce qui se passe dans la tête des gens. Ouais, mais aujourd'hui, c'est dépassé. Non, c'est dépassé parce que, justement, parce qu'on n'est pas capable de bien faire ça, parce que c'est subjectif et tout. Puis là, la réponse, une des réponses à ça, ou un des développements parallèles, c'est le behaviorisme. Donc, les grandes lignes, c'est... Vous connaissez l'expérience de Pavlov avec le chien qui salive, tout ça. C'est un peu ce genre d'expérience-là, de juste soumettre des souris, souvent, à des stimulus, puis de regarder, OK, est-ce que leur rythme cardiaque augmente? Si leur rythme cardiaque augmente, puis leur circulation sanguine augmente, puis leur température fait ça, appelons ça la colère, par exemple. La colère, c'est l'agencement de différentes réactions physiologiques. Puis là, c'est un peu comme ça qu'ils font de la psychologie. Puis la psychologie humaine aussi, aujourd'hui, est beaucoup teintée de cette conception-là. C'est beaucoup, quand on fait des thérapies, tout ça, c'est beaucoup de regarder le comportement. Quand telle chose arrive, comment est-ce que tu te comportes? Puis plutôt que d'essayer d'aller au fond de « Ah, c'est parce que t'as comme une expérience traumatisante dans ton enfance. » Puis c'est un peu moins de ce qui se passe dans ta tête, mais plus qu'est-ce qui se passe dans le concret. C'est un peu ça le behaviorisme, puis c'est un peu une façon d'éliminer le problème. Puis c'est ingénieux, puis je trouve que ça a sa valeur, mais d'une certaine façon, c'est comme moi qui est trop curieux, c'est comme ça me satisfait pas. C'est comme, OK, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête. C'est quoi la conscience? Puis Turing, je trouve que c'est super intéressant son idée, mais il manque encore le noyau dur du problème qui est, OK, mais c'est quoi la conscience? Puis pourquoi cet ordi-là, il est conscient quand il se comporte comme un humain? Ouais. Puis en quelque part aussi, on aimerait ça se mettre à sa place, genre. Pouvoir se mettre à la place, puis être comme, OK, c'est quoi vraiment le feeling de cet ordi-là? Par exemple, c'est quand tu passes le Turing test. Mais justement, c'est vrai, j'aurais l'impression d'être comme, ouais, mais pour vraiment savoir s'il est conscient, faudrait que je sois dans sa peau. Exact. Puis le film qu'on parlait tantôt, j'ai l'impression qu'il réussit bien ça. C'est comme, t'essayes de te mettre dans la peau du robot pour faire comme, OK, mais
qu'est-ce qui est différent de mon expérience, puis t'essaies de comprendre. En tout cas, moi, c'est ça que le film m'a fait. J'ai trouvé ça super intéressant. Mais ça, c'est une des façons qu'on deal avec le problème, c'est de l'éliminer, en fait. Ouais, ben, je pense que ça semble être une bonne façon quand même. Tu sais, je veux dire, pas juste l'aspect on élimine ça, mais juste de dire, OK, mais les choses qu'on de toute façon on pourra pas savoir, ben, de s'en tenir de toute façon à ce qu'on peut savoir. Tu sais. C'est ça, ben, c'est une façon de rendre le problème très scientifique. Tout d'un coup, ça devient objectif puis quantifiable, puis là, tu peux appliquer les méthodes scientifiques modernes que tout le monde s'entend dessus. Puis, selon moi, ça a son utilité, mais ça va pas tout expliquer. Puis, je pense que c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'intéressent aux problèmes fondamentaux. Puis, le behaviorisme, c'est un petit peu moins... tu sais, dans les théories de la conscience, j'ai l'impression que le behaviorisme est moins là. C'est plus d'essayer vraiment de comprendre c'est quoi la conscience. OK, fait qu'en ce moment, dans essayer de comprendre c'est quoi la conscience, c'est quoi le mouvement ou le consensus le plus... Je pense que c'est vraiment... Il n'y a vraiment pas de consensus, justement. Je pense que les positions sont très nuancées. Je pense, comme je disais au début, la vision de Daniel Dennett, très physicaliste, je pense que c'est facile pour des scientifiques de d'autres domaines d'y adhérer. Donc, par exemple, si tu es un médecin. Un médecin, c'est ça. Puis tout ce que tu étudies, c'est les systèmes de neurones. Un neurologue aussi, ça penserait comme ça. Des biologistes ou comme... Il y a tellement de phénomènes qui s'expliquent biologiquement que tu vas te dire, ben, OK, c'est juste question de continuer à en découvrir, puis on va finir par l'expliquer, la conscience. Je pense que c'est celle-là qui aurait le plus d'adhésion. Puis, comme je disais, c'est parce que notre vision du monde, elle est très teintée de physicalisme, puis d'empirisme, puis de toutes ces belles choses-là qui ont fait en sorte que notre science s'est beaucoup développée, mais on veut appliquer ces mêmes méthodes-là à tout, comme la conscience. Ouais. C'est une bonne chose que tu parles de physicalisme et tout ça, parce que moi, je me considère, justement, comme je l'ai dit tantôt, comme ça. Par contre, quand j'y ai pensé vraiment fortement, mon intuition est pas comme ça. Tu sais, mon intuition, c'est vraiment pas ça. Parce que si je me dis, OK, quelqu'un me donnerait le choix d'aller, mettons, dans un téléporteur pour aller où ce que je veux. Je pense que j'ai déjà dit ça. Mais la personne me dit, OK, mais c'est simple, on te dématérialise du plus petit que tes atomes, puis utilisant d'autres atomes différents que ceux qu'on vient d'utiliser, ben là-bas, où est-ce qu'on veut te mettre, en France, ou je sais pas trop, on va te reprogrammer, puis tu vas avoir la même expérience consciente. Tu vas garder tes souvenirs. Tu vas garder tes souvenirs, tout est chill, puis tu vas continuer cette garder ton identité. Puis... Intuitivement, j'irai pas. Je sais. Je veux pas y aller. Je veux pas, man. Parce que moi, selon moi, cette personne-là va avoir l'impression qu'elle est moi. Mais moi, je vais mourir direct live. Ouais, mais puis cette personne B, là, je suis sûr qu'elle va dire « Wow, c'est malade, on va le faire tout le temps comme ça. » Puis là, je vais juste mourir plein de fois. Genre, aller-retour. Puis, mais ça aussi, c'est une idée qui est là qui revient souvent. Puis même des fois, dans la fiction, on voit cette idée-là. Ça me fait penser au film. C'est quoi déjà le film? The Illusionist, je pense. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ouais. C'est comme un magicien, puis là... Non, c'est le Prestige. Oui, c'est ça. Ouais, quand il se multiplie. Ouais, exact. Ouais. Puis tu sais, c'est ça un peu... Il tue son... Ouais, là, on vient de donner le punch, mais c'est pas grave. J'ai fait comme ma mère. C'est pas dans The Prestige. Ça, c'est dans The Illusionist. Non, c'est dans le Prestige. Je veux pas donner le punch du Prestige, mais le Prestige, c'est un autre punch. Mais qui se multiplie? Non, c'est pas ça. Oui. Je te jure, man, c'est ça le punch. Non, c'est qu'il y a un jumeau. Mais c'est les deux. Non, tu te trompes de film. Non, dans The Prestige, OK, il y en a un qui essaye de répliquer ce que l'autre fait. Il est obsédé par ça, puis il va voir Nikola Tesla. Ah oui, c'est ça. Il construit une machine pour se dupliquer, puis depuis le début, le truc de l'autre, c'est qu'il y a un jumeau. Ouais. OK. C'est sick. Mais c'est quoi l'illusionniste, dans le fond? Non, t'as raison. L'illusionniste, c'est un autre film de magicien. L'illusionniste, dans le punch, c'est qu'il est pas mort. Ah oui, c'est ça. Oups, on vient de spoil 2 films. De toute façon, on va tout enlever ça. En tout cas, on recommence l'affaire de... Ok, t'as fini de dire téléporter. Ouais. Puis là... Tu dis c'est quelque chose qui revient souvent, comme dans le film. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, c'est une idée qui... C'est intéressant, c'est une idée qui revient un peu dans la fiction. Des fois, on voit ça comme des machines à téléporter, puis là, ben, ça tue, mais tu reviens, etc. Puis, c'est vrai qu'intuitivement, moi aussi, je serais... En tout cas, j'y penserais 2 fois avant d'utiliser cette téléportation-là.
Puis je pense que ça vient un peu rejoindre une des difficultés de ces problèmes-là, c'est qu'on est tellement comme impliqué dans le problème qu'on n'est pas capable de se détacher. Comme on a l'impression que la seule conscience qui existe, c'est la nôtre, que tout le monde vit la même, puis que la seule façon que quelque chose pourrait être conscient, c'est comme un humain est conscient. Ouais. C'est comme presque la définition de la conscience qu'on aimerait avoir. C'est presque dire, ben, c'est ce qui se passe pendant que je suis en vie. C'est ce qui se passe dans ma tête pendant que je suis en vie. Tu sais. Ouais. Puis on est tellement impliqué dans le problème que on va toujours avoir de la difficulté à bien le décrire. Puis c'est un peu ça, je pense, qui fait en sorte que tu es mal à l'aise avec la téléportation. C'est parce que tu sais que dématérialiser ton corps, pour toi, c'est la mort. Genre. Ouais. Puis c'est comme... Même s'il y a comme un autre Elliot qui vit avec tout ce que... tout le bagage émotionnel, tous les souvenirs, etc., tu te dis oui, mais c'est quand même... Ça va être une autre entité qui va poursuivre ma vie. Genre. Ce sera pas moi. Moi, je vais mourir direct là. Mais ça va être genre une réplication. C'est comme si, mettons, la conscience... Mettons, je jume la conscience avec le temps. Ouais. C'est comme si la conscience, c'était comme un point, un gros point, là, puis là, ça suit une ligne, genre. Puis là, quand je me duplique, là, hop, c'est le même point, mais il va sur une autre ligne. Puis ce point-là, c'était genre moi. Genre. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est comme si la minute que tu vas être dématérialisé puis que tu vas réapparaître, disons en France, comme tu as dit, toi, ça va finir là, ça va être la mort, puis ça va être quelqu'un d'autre qui va continuer ta vie, puis qui va avoir l'impression que c'est toi encore, mais ce sera pas vraiment toi. Genre. C'est ça. Puis c'est ça le... Ça fait peur. Sérieux. C'est ça, c'est bizarre, parce que notre intuition de la conscience, c'est que c'est ça qui arriverait. Tu sais. Mais en même temps, ça nous arrive tout le temps. Dans le sens, on perd des atomes, puis on reprend des atomes. La même matière qu'on l'était il y a 10 ans. Non, c'est ça. Mais... du moins, on n'est pas dans la même... mettons, les atomes sont pas aux mêmes endroits. Ça, c'est sûr et certain. Ça. Puis on n'est même pas dans la même... Je pense que c'est à chaque 7 ans, tous les atomes sont comme partis puis revenus. Ouais, c'est ça. C'est que tu n'as plus les mêmes atomes parce que t'en as qui... Tu sais, comme mettons, tous tes organes, ils se régénèrent avec des nouvelles cellules, etc. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, une vision comme ça, quelqu'un qui serait prêt, mettons, à faire cette espèce de téléportation-là, je pense que ce serait quelqu'un qui dirait que la conscience puis l'expérience de vivre puis tout ça, c'est comme l'agencement de tes cellules, puis de ta mémoire, puis de ton identité, puis de tes expériences, tout ça mis ensemble qui fait ta personne, puis c'est pas juste la matière, c'est pas juste tes souvenirs, c'est pas juste ci, c'est pas juste ça. Comme dans... as-tu déjà vu, c'est quoi le film? Ghost in the Shell, qui est comme un film d'animé. En tout cas, là-dedans, je sais c'est quoi, mais je l'ai là-dedans pas c'est comme une espèce de matrice. Là. Puis là-dedans, les gens, ils se font donner des fausses mémoires. Comme c'est pas vraiment des... Ils sont juste vivants dans la machine, genre. Puis ils ont comme des mémoires comme si il y avait une vie antérieure, mais en réalité, ils l'ont pas. Ils se sont fait implanter cette mémoire-là. C'est bright, ça. Puis c'est ça, c'est comme... Ben là, ça, c'est comme dire, OK, c'est pas juste la mémoire qui fait qui t'es, ce qui fait que t'es conscient. C'est pas juste la matière. C'est comme tout ça mis ensemble, mais là, encore une fois, c'est comme pas satisfaisant parce que c'est comme si tu fais juste contourner tous les problèmes en disant non, mais si tu ajoutes ça, puis tu mets tout en... C'est comme dire ben, être vivant, c'est être un être humain vivant. T'sais, être conscient, c'est être un être humain vivant. Puis t'es comme un peu contourner tous les problèmes en juste en définissant... Parce que là, tu vas redéfinir être humain vivant de la même manière. Tu vas dire un être humain vivant, c'est quelqu'un de conscient. Genre, c'est ça, c'est tautologique. C'est comme... Puis j'ai l'impression que rapidement, quand tu vas dans ces débats-là, c'est toujours ça les solutions. C'est comme quelqu'un dit une chose, puis c'est comme oui, d'un point de vue tautologique, ça tient, mais c'est pas ça qu'on... Comme, j'ai l'impression que c'est comme c'est pas ça la source du problème, puis c'est comme pas satisfaisant comme réponse, puis parce que j'ai l'impression que c'est toujours ça qui va arriver dans ce genre de débat-là. Ben, c'est sûr. Mais c'est super intéressant d'en débattre, justement, pour voir, premièrement, c'est quoi le but. Le but. C'est quoi le point de vue de d'autres personnes là-dessus. Puis justement, aussi, je pense que c'est important de différencier c'est quoi notre intuition, parce que notre intuition, c'est ce qu'on vit, puis puis ce qu'on peut, genre, prouver, entre parenthèses, mais sans comme prioriser l'un ou l'autre. Ouais. Parce que
sais, mon intuition, justement, va me dire non, tu rentres pas dans ce téléporteur-là. Mais si je suivais ma rationalité, je serais comme, bah, si c'est juste matériel, je serais la même personne de l'autre bord. Exact. Je savais que rationnellement puis intuitivement, je crois deux choses complètement différentes, mais je pense que les deux sont importants à prendre en compte pour résoudre, entre parenthèses, le problème. Ça. Ouais, mais c'est ça, parce que c'est toujours ça, la question de mener tes idées jusqu'au bout. Tu sais, si tu te dis, je crois pas à l'âme, par exemple, je suis un peu matérialiste, puis là, tu me dis, je suis pas prêt à faire cette téléportation-là, c'est correct, tu as le droit d'avoir des sentiments qui sont non rationnels puis qui sont contradictoires avec tes idées rationnelles, c'est très humain, mais en même temps, si tu pousses au bout la logique purement matérialiste, tu te dis, ouais, mais dans le fond, je devrais accepter cette téléportation-là parce que moi, je crois que le monde est comme ça, puis qu'au final, c'est pas vraiment unique. Mon expérience subjective est pas unique à comme le corps que j'ai en ce moment. Tu sais, c'est comme si je changeais de corps, comme si mon corps se dématérialisait puis réapparaissait là-bas, ce serait comme ça m'aurait pas vraiment tué, genre, ou inversement, ça m'aurait tué dépendant de ton point de vue. Tu sais. Ouais. C'est de pousser au bout les deux réflexions. Ouais. Puis même si à l'intérieur de nous-mêmes, c'est contradictoire, je pense que c'est ça qui est intéressant des réflexions philosophiques puis scientifiques, c'est de dire, OK, mais allons voir jusqu'où ça mène si on garde ces idées-là comme ça. Puis je pense que c'est là que, par exemple, quand je disais que les positivistes logiques, ils voulaient rejeter ce genre de problème-là, ah non, ça c'est de la métaphysique. Mais personnellement, tu sais, oui, j'adore les choses mathématiques où est-ce qu'on trouve des belles réponses arrêtées puis bien rigoureusement démontrées et tout ça, mais c'est cool aussi de voir que pas tout marche comme ça. Puis qu'il y a des problèmes assez simples, comme la conscience, entre autres, que peu importe quelle idée qu'on prend, quand on la pousse au bout, il semble y avoir des problèmes. Ouais. Il semble y avoir des affaires qu'on ne veut pas accepter. Ouais, mais je serais curieux de voir justement la science, ça peut aller jusqu'où pour ça, parce que je serais curieux de voir, par exemple, un neurologue, du jour au lendemain, il dit « Ça y est, on a trouvé. » Puis c'est si ça peut exister. Que quelqu'un trouve exactement d'où vient la conscience. C'est qu'ils disent « Ah ben, c'est un agencement de ci, de ça, de nanana. » Puis là, ça peut être reproduisible. Reproduisible. Ouais. Ça serait... En même temps, ça serait étonnant. Comme j'ai pas envie que ça arrive. Mais j'aimerais ça aussi, dans un sens. D'un point de vue... Comme d'un point de vue, l'implication que ça reste sur notre vie, ce serait un peu comme dévastateur. Ça serait comme shit. D'un point de vue identitaire. Tout ça. Mais d'un point de vue curiosité scientifique, ce serait incroyable. Ça serait épique. Ça serait vraiment nice. Mais tu sais, c'est... Je pense que des fois, on néglige les espèces de crises que les découvertes scientifiques peuvent avoir créées dans la société. Tu sais, comme si on prend par exemple la théorie de Newton, quand elle a été pleinement développée dans les décennies après Newton, genre peut-être un siècle plus tard, là, on commençait à avoir des idées comme quoi, OK, mais là, ça veut dire que tout dans l'univers est prédéterminé, comme si on connaît la position puis la vitesse des particules, on connaît tout. Fait que là, est-ce que ça veut dire que j'ai pas de libre arbitre? Puis, tu sais, ça avait peut-être que le commun des mortels, ça l'affectait moins, mais tu vois un peu dans la philo, dans la littérature, chez les scientifiques, cette espèce d'idée comme un peu dévastatrice que dans le fond, il n'y a pas de libre arbitre, que tout est déterminé. Mais écoute, on s'en était déjà parlé. Je pense que c'est la première fois qu'on s'est parlé de choses philosophiques. C'est justement, on s'envoyait des vidéos sur ça. Ça se peut, ouais. Toi, c'est quoi ta position là-dessus? Je serais curieux. Sur le déterminisme? Ouais. Ben moi, personnellement, la première fois que j'ai été confronté solidement à cette idée-là, ça m'avait vraiment bouleversé. Comme je me sentais vraiment pas bien. Ouais, moi aussi, c'était un peu... Ouais, moi aussi, c'était un peu ça. Ça me prenait du temps avant de m'endormir. Puis, parce que je l'avais vraiment pris à cœur. Puis là, ben... Je sais pas. Maintenant, je vois un peu tout ça comme... ça m'angoisse pas vraiment. Je me dis, au pire... Les choses sont déterminées, puis... OK. Est-ce que tu penses que c'est plus probable qu'elles soient déterminées? Il y a mon côté rationnel dit comme clairement que oui. Ouais, c'est puis ça. Mon côté irrationnel, spirituel dit « Mais non, ma vie elle a un sens, puis c'est moi qui prend mes décisions, qui fait mes choix et tout. » Mais pourquoi ce serait comme ça? Il n'y a pas vraiment de raison logique sur pourquoi... En tout cas... Ouais. Pourquoi tout obéirait à des lois plus ou moins strictes, sauf comme, la vie
a du libre arbitre? Je sais pas, c'est un peu bizarre. Ah non, c'est une question vraiment étrange. Mais si on prend pour compte justement que... Je pense que si on adhère au déterminisme, il faut aussi adhérer au matérialisme. Oh, oui, mais ça va Parce que ensemble. faut dire, OK, ben, on vit dans un monde qui est totalement matériel, puis il n'y a rien d'autre. Là, Non, c'est la ça. métaphysique est matérielle à 100%, puis Ouais. that's it. Ouais. Fait que les deux vont ensemble. Mhm. Puis moi aussi, je pense que, tu sais, je me dis, il y a c'est plus probable que tout soit déterminé, mais c'est seulement en y pensant. Mais tu sais, l'intuition est tellement différente, on a tellement l'impression qu'on prend des choix, là. Ah ouais. On a tellement l'impression qu'à chaque... On dirait que c'est rien que ça, je fais des choix. Ah ouais, puis que ça répercute partout dans notre vie, puis Ouais. qu'on est responsable de tout, puis... Ouais. Ouais. Mais ça aussi, c'est... Je pense que c'est une vision un peu comme très moderne, là, que... On a comme beaucoup de liberté, entre guillemets, fait qu'on a beaucoup de choix, puis tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute, un peu. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses, j'ai l'impression. Il y a un billet qui s'appelle justement l'erreur d'attribution fondamentale. OK. C'est un peu... C'est comme un billet documenté en psychologie. Ouais, c'est un billet, en fait, c'est... t'attribues surtout les choses qui sont négatives à la personnalité ou au choix d'une personne, OK. autre que toi, mettons, ou négatif ou positif, là. Ou même pour toi-même. Ah ouais, à toi, en fait, le biais, c'est que plus souvent, ça va être positif, puis aux autres, c'est négatif, mais peu importe, t'attribues OK. des choses qui arrivent, des circonstances positives ou négatives, à des choix que les personnes ont pris, OK. au lieu de les attribuer à, mettons, À le des pur hasard circonstances. ou des circonstances. Comme ouais. par exemple, quelqu'un de pauvre, tu diras c'est de sa faute. Exactement. Mais si toi t'es pauvre, t'aurais plus tendance à dire c'est pas de ma faute. Exactement, Ouais. exactement. Ouais. Mais déjà là, juste d'attribuer quelque chose au choix d'une personne, Ouais, c'est ok. aussi un biais, dans le sens que... Il y a beaucoup de choses qui ne relèvent pas des choix de la personne. Exactement, tu sais. Il y a beaucoup de choses qui sont créées par le hasard, puis par la simple chance des circonstances. Puis, ouais. Puis ça, ce serait un autre sujet qui m'intéresserait éventuellement. Là, Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment du hasard dans l'univers? Là? Mais ça ressemble un peu au déterminisme aussi, il me semble que c'est lié, non? Ouais, c'est très lié. Puis beaucoup de mes questionnements philosophiques tournent autour de ces sujets-là. Puis tout est comme rattaché. Là. Puis ça paraît peut-être pas, mais les maths, comme pour moi, c'est un peu une façon d'aborder ces choses-là. C'est pas tout à fait la même chose, mais je vois un peu dans les maths des espèces d'outils pour réfléchir à ces questions-là. Puis en maths, je m'intéresse beaucoup aux probabilités, justement. Puis je me demande c'est quoi. Puis fait que je pense que on pourrait certainement avoir un épisode là-dessus, puis ça recouperait un peu ce qu'on a déjà dit, mais je pense que c'est ça qui est cool, là, si on est capable de rattacher nos sujets ensemble, ça, je pense que ça rend la chose plus intéressante. Mais là, justement, le randomness, ça m'intéresse beaucoup. Fait qu'on pourrait prendre ça comme prochain sujet. Le prochain, ouais. Fait qu'avant de wrapper ça up, j'ai juste te demander, Justin, toi, ta perception de la conscience, même si on dit que c'est pas la bonne ou c'est pas la mauvaise, mais c'est quoi ta perception de la conscience d'après toi? Ben, au fond de moi, je n'ai pas d'explication ou j'ai pas de justification pour penser ça, mais j'aime penser qu'il y a quelque chose d'unique dans la vie que je vis et que les autres vivent, puis que ça, c'est en partie la conscience. Puis que ça se rattache un peu à une espèce de notion d'âme ou spirituelle. Mais je suis pas capable de l'expliquer. C'est juste comme une intuition que j'ai, puis je suis confortable dans cette intuition-là, puis je veux pas trop la chambouler. Fait que je suis capable de me questionner rationnellement sur la chose, mais à la fin de la journée, ça m'angoisse plus tant de me dire « peut-être que ma conscience c'est une illusion ». Tout ça. En fait, au final, je m'en fous un peu. C'est juste comme la question philosophique m'intéresse. Je sais pas si c'est clair. Comme, personnellement, ça m'affecte très peu. Mais t'as pas une position? Ouais, mais c'est qu'un peu qu'il y a une conscience, puis que c'est pas matériel, puis qu'il y a quelque chose d'unique dans l'expérience que je vis et que tu vis et que nous vivons. Là. Parfait, ok. Ça répond à ta question. Ouais, mais absolument. Mais toi, tu m'as dit que c'était un peu plus... Moi, j'ai l'impression que c'est physique. Je dis j'ai l'impression, mais rationnellement, je me dis ça doit être physique, ça doit être une... Je pense que c'est une illusion, en fait. Qu'on est exactement comme une machine, mais qu'il y a une illusion, justement, de prendre des choix. Ouais. C'est plate, là, mais j'aimerais ça que ce soit pas de même, mais je me dis comme... Ouais. Je pense que c'est de même. Ben, c'est pas une idée farfelue, en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je connais un peu tous les biais, je connais à quel point il y a des erreurs rationnelles qu'on fait qui sont complètement connes. Puis je me dis que l'expérience humaine en tant que telle en est peut-être un au complet, tu sais.
Ben, ça serait pas surprenant, en fait. Ouais. T'as raison. Tu viens de tout chambouler. Moi qui disais, je suis capable de rester. Non, c'est pas vrai. Non, mais il y a une partie de moi qui pense ça aussi. Ouais. C'est juste, quand je dis je suis capable d'être un peu pas trop de chambouler ma conception et tout, c'est comme je suis capable d'avoir différentes parties de moi qui se contredisent puis d'être à l'aise avec ça. Moi aussi, man, toute la journée, j'ai différentes consciences qui fight one another. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'était super intéressant. Ouais, c'était vraiment intéressant. Fait que, mettons, pour wrap it up, t'aurais-tu des idées pour les prochains épisodes à part le randomness qu'on pourrait discuter? Ben, il y avait ça, il y avait... C'est comme, il y a tellement de liens dans ma réflexion sur ces idées-là que ça se recoupe, là, mais il y avait les idées qu'on s'était déjà parlé sur le bayésianisme, puis comment tirer des conclusions probabilistes avec l'information partielle sur des événements, des choses comme ça. Ça, je trouverais ça vraiment intéressant. Oui, c'est ça. Moi, surtout avec ton passé d'actuaire. Ouais, mais j'aimerais beaucoup ça aussi. C'est juste que j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de maturation qui doit se faire de mon côté parce que j'ai pas pensé à ces choses-là peut-être suffisamment dernièrement. Là. Mais je trouve que c'est un sujet tellement intéressant puis qui t'intéresse tellement que comme j'ai des hautes attentes puis je veux être prêt, vraiment prêt. Good. Mais peut-être que la prochaine, ça pourrait être ça, les affaires de randomness. Sinon, ce qui touche un peu à ce qu'on parlait, il y avait... D'après toi, est-ce que l'épisode sur le Bayes, est-ce que ça va être lié avec la p-value? Ouais, certainement. Ouais, hein? Ouais, c'est très, très... Tu sais, on peut soit prendre une approche de parler de l'aléatoire puis de parler de Bayes, ou on peut prendre une approche de parler de comment utiliser les statistiques puis de l'information pour tirer des conclusions. Puis là, on parlerait de Bayes aussi. Absolument, ouais. Puis là, ben, il y aurait des recoupements dans les deux, mais je pense qu'on pourrait aborder le sujet de 2 points de départ différents. Okay. Fait qu'on fait 3 épisodes sur Bayes. 3 épisodes sur les stats et probabilités, ça pourrait être cool aussi. Quelque chose comme ça. Là, une plus philosophique peut-être, une plus méthodologique, une plus Bayes. Mm-hmm. Est-ce que vous apprenez Bayes à l'école? On apprend le théorème de Bayes, là, qui est comme un théorème fondamental en probabilité. Mais quand on parle du bayésianisme, c'est vraiment... une méthode de pensée. C'est vraiment une théorie qui s'applique dans un contexte qu'on appelle la théorie de la décision. Puis il y a beaucoup de différents paradigmes en théorie de la décision. Il y a eu beaucoup d'essais beaucoup de mathématiciens qui ont essayé de formuler une conception de c'est quoi vraiment les probabilités puis tout ça à travers la théorie de la décision. Une de ces conceptions-là qui est très populaire, c'est la conception bayésienne de l'agent rationnel, puis comment un agent rationnel devrait prendre ses décisions, etc. Mais on n'aborde pas vraiment la théorie de la décision. Il y a un cours là-dessus, je ne l'ai pas fait à l'université, un cours de 3e année, mais c'est très mathématique. On ne verse pas beaucoup dans la philo dans mon parcours. Là. Ok, c'est ça. Puis en gros, l'affaire de la décision, c'est... ça serait juste de prendre un certain pourcentage de croyances. En théorie de la décision, c'est que tu prends un agent, tu dis qu'il est rationnel, puis le rationnel, tu le définis selon un critère mathématique. Puis après ça, tu vas dire, OK, face à telle circonstance, disons que l'agent a telle conception a priori du monde, puis il reçoit telle information, comment est-ce qu'il devrait prendre sa décision? C'est tellement malade, ça. Ouais. Mais il y a beaucoup de problèmes dans cette théorie-là. Mathématiquement, c'est très difficile. On n'a pas vraiment de théorie de comment l'agent devrait intégrer l'information qu'il perçoit dans son jugement probabiliste du monde. Ça s'appelle la théorie de la décision, ça? Ouais. Puis, un des paradigmes importants, c'est le bayésianisme. Puis, il y a même du néo-bayésianisme qui raffine un peu ces idées-là. Bref, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais c'est un domaine de recherche très actif. On pourrait clairement en parler dans un autre épisode. Parce puis je m'intéresse à ça, puis beaucoup de ce que j'étudie concrètement, c'est des problèmes qu'on peut voir comme des problèmes de décision. Parce que c'est un paradigme très appliqué en optimisation, puis beaucoup des maths appliquées, c'est l'optimisation. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. C'est souvent un problème, les problèmes d'optimisation, tu peux les voir comme un problème où un agent doit prendre une décision optimale, puis là, t'as toute une théorie de l'optimisation qui dit mathématiquement comment faire ça. Fou. OK. Fait quoi, ça pourrait être un des prochains sujets. Là, cool. On s'en parle, puis on fera ça dans les prochaines semaines. Yes. All right. Good. Merci beaucoup, Elliot. Merci tout le monde d'avoir écouté ce 3e épisode. Yes. Merci Justin d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir éclairé sur la conscience. Ça fait plaisir. Fait que